Mon père m'a envoyé un SMS à 2h00 du matin. Prends ta sœur et fuis. Ne fais pas confiance à ta mère. Alors, je l'ai fait. L'écran du téléphone me brûlait les yeux dans l'obscurité. 3 phrases qui n'avaient aucun sens, jusqu'à ce qu'elles en aient absolument tout le sens du monde. Mon père était en voyage d'affaires à Seattle depuis 4 jours, le genre de voyage qu'il faisait mensuellement pour son cabinet de conseil, toujours professionnel et prévisible. Il n'envoyait jamais de SMS après 22h00, n'utilisait jamais un langage urgent et ne disait jamais rien qui puisse nous alarmer. Ce message violait tout ce que je savais de mon père, d'ordinaire si prudent et mesuré, ce qui signifiait que quelque chose avait tourné à la catastrophe. J'avais 17 ans et j'étais assez responsable pour savoir quand les adultes surréagissaient par rapport à quand ils étaient véritablement terrifiés. Ce texte ressemblait à de la terreur pure compressée en 12 mots. J'ai rejeté mes couvertures et j'ai attrapé des vêtements sur le sol, enfilant un jean et un sweat à capuche, pendant que mon cerveau essayait de traiter ce que « ne fais pas confiance à ta mère » pouvait bien signifier. Maman était en bas, dans le salon, là où je l'avais laissée 1 heure plus tôt, regardant un documentaire criminel et buvant du vin comme elle le faisait la plupart des soirs, un comportement normal de mère de banlieue, rien de menaçant ou de suspect, sauf que papa n'enverrait pas ce message sans raison, et la précision de prendre ma sœur et de fuir suggérait un danger immédiat, pas une illusion paranoïaque. J'ai fourré mes pieds dans des baskets et j'ai attrapé mon sac à dos, vidant mes manuels scolaires pour les remplacer par mon ordinateur portable, mon chargeur de téléphone et l'argent d'urgence que je gardais caché dans le tiroir de mon bureau pour des raisons que je n'avais jamais tout à fait articulées. 300 $ en billets de vin qui, soudainement, semblaient être la chose la plus importante que je possédais. Ma sœur Becca avait 12 ans et dormait comme une souche, totalement imperturbable par mes mouvements frénétiques dans la chambre d'à côté. Je me suis glissée dans le couloir et j'ai entrouvert sa porte, grimaçant lorsque les charnières ont grincé. Elle était enfouie sous les couvertures. Seuls ses cheveux noirs étaient visibles, respirant au rythme régulier d'un sommeil profond. La réveiller discrètement serait presque impossible, mais la réveiller bruyamment alerterait maman en bas, et le message de papa avait été explicite: ne pas lui faire confiance. Je me suis agenouillée à côté du lit de Becca et j'ai pressé ma main sur sa bouche avant de secouer son épaule. Ses yeux se sont agrandis de panique, et j'ai senti qu'elle essayait de crier contre ma paume. J'ai mis mon doigt sur mes lèvres et j'ai chuchoté directement dans son oreille, à peine audible même dans la pièce silencieuse. Papa a envoyé un message d'urgence. Nous devons partir tout de suite sans que maman le sache. Je t'expliquerai toute une fois que nous serons en sécurité, mais tu dois me faire confiance et rester totalement silencieuse. Les yeux de Becca étaient immenses de peur et de confusion, mais elle a hoché la tête contre ma main. J'ai relâché sa bouche et elle s'est assise, cherchant ses lunettes sur la table de chevet. J'avais déjà attrapé des vêtements dans son placard, un jonc et un sweat que j'ai pressés dans ses mains tout en lui faisant signe de se changer de toute urgence. Elle a enfilé les vêtements sur son pyjama, les mains tremblantes, et j'ai fourré ses pieds dans les chaussures les plus proches sans prendre la peine de nouer correctement les lacets. La fenêtre de la chambre de Becca donnait sur le jardin et avait une moustiquaire que j'avais retirée des dizaines de fois pour sortir en douce rejoindre des amis. Je l'ai délogée avec une aisance habituelle et j'ai regardé le saut de 2,50 m vers le jardin en contrebas. Pas idéal, mais gérable, surtout avec le parterre de fleurs offrant un atterrissage plus doux que le béton. J'ai d'abord jeté nos 2 sacs à dos, les regardant atterrir dans le paillis, puis j'ai aidé Becca à passer par le cadre de la fenêtre. Elle a hésité au bord, regardant la chute avec une peur visible. J'ai agrippé ses poignets et je l'ai descendue aussi loin que je pouvais avant de lâcher prise. Elle est tombée sur les derniers mètres avec un bruit sourd étouffé qui m'a semblé explosif dans le calme de la nuit. J'ai suivi immédiatement après, tombant et roulant pour absorber l'impact, ma cheville se tordant légèrement à l'atterrissage, mais supportant mon poids quand je me suis relevée.
Becca me fixait avec des questions inscrites sur tout le visage, mais j'ai attrapé sa main et l'ai tirée vers la clôture arrière. Nous avions peu, être quelques minutes, avant que maman ne vienne vérifier ou n'entende quelque chose de suspect. La clôture était faite de bois d'intimité de près de 2 mètres que j'ai escaladé en marchant sur la traverse décorative, me hissant au sommet et me laissant tomber dans le jardin du voisin. Becca a eu plus de mal avec la hauteur, mais je l'ai guidée, la rattrapant lorsqu'elle s'est laissée tomber à mes côtés. Nous avons traversé 3 jardins avant de déboucher sur une rue à 2 pâtés de maison de notre maison, toutes deux essoufflées. Ce n'est qu'alors que j'ai ressorti mon téléphone pour relire le message de papa, cherchant des détails que j'aurais pu manquer dans ma panique. L'horodatage indiquait 2h03 du matin, envoyé il y a 7 minutes. Aucun message de suivi, aucun appel manqué. Juste ces 3 phrases suspendues dans l'espace numérique comme une grenade. J'ai essayé de l'appeler, mais je suis tombée directement sur sa messagerie vocale. Son message, sortant professionnel, était en totale discordance avec l'urgence qu'il avait déclarée. Becca tirait sur ma manche, exigeant des explications que je n'avais pas, sa voix montant vers la panique. Je lui ai montré le SMS et j'ai regardé son visage pâlir, même sous la faible lueur des lampadaires. Qu'est-ce qu'il veut dire par ne fais pas confiance à maman? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas encore, mais papa ne dirait pas ça si ce n'était pas sérieux. Nous devons nous mettre en sécurité et comprendre ce qui se passe. J'essayais de paraître calme et maîtresse de moi malgré le fait que je n'avais aucun plan au-delà de m'éloigner de notre maison. Nous étions debout dans une rue résidentielle à 2 heures du matin sans nulle part, où aller et aucun moyen de contacter le seul parent qui nous avait avertis de fuir. Mon téléphone a vibré avec un nouveau SMS, cette fois de maman. « Où êtes-vous, les filles ?» J'ai entendu du bruit à l'étage. Le ton décontracté semblait faux compte tenu des circonstances, comme si elle prétendait que rien d'inhabituel ne se passait. Ou peut être que rien d'inhabituel ne se passait de son point de vue. Peut être que le message de papa était l'aberration, et que maman était véritablement confuse par la disparition de ses filles. Mais je ne cessais de repenser à ces 12 mots, la spécificité de l'avertissement, le fait que le téléphone de papa soit maintenant éteint. Un autre SMS de maman est apparu avant que je puisse décider comment répondre. « Ce n'est pas drôle. Descendez tout de suite, ou j'appelle la police. » La menace a résonné étrangement, car que dirait-elle à la police? Que ses filles adolescentes avaient quitté la maison la nuit? Nous n'étions ni disparus, ni kidnappés. Nous étions partis volontairement sur la base de l'avertissement de notre père, à moins que maman n'ait des raisons de vouloir l'intervention de la police, à moins qu'elle n'essaie de nous forcer à revenir sous une sorte d'autorité officielle. Becca pleurait silencieusement, ce genre de larmes de peur qui surviennent quand on a 12 ans et que sa vie normale explose à 2 heures du matin. J'ai mis mon bras autour de ses épaules et j'ai continué à marcher, nous dirigeant vers la supérette ouverte 24 heures sur 24 à 3 pâtés de maison. Au moins là, nous aurions des lumières et des témoins potentiels, une sécurité minimale pendant que je réfléchissais à la suite. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de maman, chacun montant en ton, passant de confuse à en colère, puis à menaçante. La supérette était presque vide, à l'exception d'un employé qui s'ennuyait, faisant défiler son téléphone derrière une vitre pare-balles. Becca et moi nous sommes blottis dans le coin arrière, près des boissons réfrigérées, essayant d'avoir l'air décontracté malgré le fait que nous soyons 2 adolescentes seules à 2 heures du matin. J'ai rappelé papa avec le même résultat. Direct sur la messagerie, son téléphone était définitivement éteint. J'ai essayé d'envoyer un SMS à la place, demandant plus d'informations, expliquant que nous étions sortis mais que nous devions savoir ce qui se passait. Mon téléphone a sonné et le nom de maman est apparu sur l'écran. Je l'ai fixé pendant 3 sonneries avant de répondre, mettant le haut-parleur pour que Becca puisse entendre. La voix de maman est arrivée, serrée par une émotion à peine contrôlée. « Où êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? » Je me réveille et mes 2 filles sont parties. Les fenêtres ouvertes. Vous ne répondez pas aux SMS.
Vous me faites peur. Ma puce. Elle semblait véritablement effrayée et confuse. Rien dans son ton ne suggérait un danger ou une menace, mais le message de papa continuait de résonner dans mon esprit, l'urgence et la spécificité qui nous avaient fait fuir. Papa nous a envoyé un SMS, ai-je dit prudemment, observant le visage de Becca pour voir ses réactions. Il a dit de quitter la maison et de ne pas te faire confiance. Nous devons savoir pourquoi il dirait ça. Le silence à l'autre bout s'est prolongé au point que j'ai cru que l'appel avait coupé. Puis maman a ri, un son cassant qui a hérissé tous les poils de mon cou. Ton père t'a envoyé un SMS à 2 heures du matin pour vous dire de me fuir? C'est insensé. Il est à Seattle pour une conférence, probablement ivre dans un bar d'hôtel. Il ne sait pas ce qu'il dit. Mais je n'avais jamais vu papa ivre de ma vie. Il buvait à peine, même lors des fêtes, et le message ne semblait pas être celui d'un ivrogne. Il semblait terrifié. Pourquoi dirait-il spécifiquement de ne pas te faire confiance? De quoi a-t-il peur que tu fasses? La respiration de maman s'est accélérée sur la ligne, et quand elle a repris la parole, sa voix s'était transformée en quelque chose de plus dur. Écoute-moi très attentivement. Ton père fait une sorte de crise mentale. Il agit de manière paranoïaque depuis des semaines, disant des choses étranges, m'accusant de choses qui ne sont pas vraies. Je ne voulais pas vous inquiéter, les filles. Mais il voyait un thérapeute pour des délires. Quoi qu'il t'ait dit, cela en fait partie. Vous devez rentrer à la maison immédiatement pour que nous puissions gérer cela en famille. L'explication semblait raisonnable, sauf pour le timing. Si papa était délirant depuis des semaines, pourquoi envoyer le SMS d'urgence ce soir? Pourquoi éteindre son téléphone après l'avoir envoyé s'il était juste ivre et confus? Et pourquoi la voix de maman sonnait-elle faux, comme si elle jouait l'inquiétude plutôt que de la ressentir? J'ai regardé Becca, et j'ai vu mon propre doute reflété dans son expression. Je veux d'abord parler à papa, ai-je dit. Je veux l'entendre me dire qu'il va bien et que le message était une erreur. Ensuite, nous rentrerons. Maman a émis un son frustré, et j'ai entendu du mouvement de son côté, des bruits de pas et le tintement de clés de voiture. Très bien. Restez où vous êtes, et je viens vous chercher. Nous appellerons papa ensemble depuis la voiture, et nous réglerons ça. Où êtes-vous exactement? Chaque instinct que j'avais hurlait de ne pas lui dire, de ne pas donner notre position avant d'avoir compris ce qui se passait. Nous sommes chez une amie. Nous rentrerons quand nous aurons parlé à papa. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et j'ai immédiatement éteint mon téléphone. Soudainement paranoïaque à propos de la géolocalisation, Becca a fait de même sans que je le lui demande, toutes deux opérant sur la même fréquence de méfiance. L'employé de la supérette nous observait maintenant avec une suspicion évidente, se demandant probablement s'il devait appeler la police pour 2 adolescentes agissant bizarrement dans son magasin à 2 heures du matin. J'ai pris 2 bouteilles d'eau et j'ai payé en liquide, essayant d'avoir l'air normal et non pressé. Nous devions bouger, mais je n'avais aucune idée d'où aller. Le message de papa avait dit de fuir, mais n'avait pas spécifié de destination, ne nous avait pas donné de maison sûre ou d'informations de contact au-delà de cet avertissement initial. Becca m'a attrapé le bras alors que nous quittions le magasin, pointant vers l'endroit d'où nous venions. Une voiture roulait lentement dans la rue, phares éteints, se déplaçant comme si elle cherchait quelque chose. Même à 2 pâtés de maison, j'ai reconnu le SUV argenté de maman, celui qu'elle conduisait pour son travail dans l'immobilier et les entraînements de foot. Elle nous traquait, elle avait deviné où localiser que nous serions dans ce secteur. Nous nous sommes tapis derrière un camion garé et avons regardé le SUV passer lentement, le profil de maman visible à travers la vitre du conducteur. Son visage était illuminé par l'écran de son téléphone, et l'expression que j'y ai vue n'était pas celle d'une mère inquiète, c'était de la pure détermination glaciale. Elle a tourné au coin de la rue, et nous avons couru dans la direction opposée, restant basse derrière les voitures garées jusqu'à atteindre la prochaine grande intersection. Un abribus offrait une couverture temporaire, et j'ai essayé de réfléchir logiquement à nos options. Papa était injoignable.
Maman nous traquait activement, et nous n'avions nulle part où aller, sauf chez des amis dont les parents appelleraient immédiatement notre mère. Nous avions besoin d'un adulte qui écouterait toute la situation avant de porter un jugement, quelqu'un avec de l'autorité mais sans loyauté préexistante envers maman. Mon téléphone s'est rallumé et a immédiatement commencé à vibrer avec des messages. La plupart venaient de maman avec un ton de plus en plus frénétique, mais l'un d'eux provenait d'un numéro inconnu. Ici l'agent spécial Victoria Reeves du FBI. Votre père m'a demandé de vous contacter s'il lui arrivait quelque chose. Appelez ce numéro immédiatement depuis une ligne sécurisée. Ne rentrez pas chez vous. Ne faites pas confiance à la police locale. Le message était si inattendu, si en dehors du domaine du possible, que je l'ai lu 3 fois avant que mon cerveau n'accepte les mots. L'implication du FBI suggérait des crimes bien au-delà des drames familiaux, suggérait que l'avertissement de papa concernait quelque chose de bien plus grave que des problèmes mentaux ou conjugaux. Becca a lu par-dessus mon épaule, et son visage est devenu encore plus pâle. Pourquoi papa parlerait-il au FBI? Qu'est-ce que maman a fait? Elle posait les questions auxquelles je pensais, mais que je ne pouvais pas exprimer. J'ai appelé le numéro du message en utilisant le téléphone public de la supérette, devenue paranoïaque à propos du traçage des téléphones. Une femme a répondu dès la 2e sonnerie, sa voix professionnelle et alerte malgré l'heure. Ici l'agent Reeves. À qui ai-je l'honneur? C'est Zoe Brennan. Vous avez envoyé un message concernant mon père, Kevin Brennan. Il nous a envoyé un SMS ce soir nous disant de quitter notre maison et de ne pas faire confiance à notre mère. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe. L'agent Reeves est resté silencieuse un moment et j'ai entendu des clics de clavier en arrière-plan, comme si elle consultait des dossiers ou vérifiait des informations. Votre père coopère avec une enquête fédérale sur des délits financiers depuis 3 mois. Il a découvert des preuves que votre mère est impliquée dans un système de fraude sophistiqué déplaçant de l'argent via son entreprise immobilière. Nous montions un dossier, mais ce soir, notre équipe de surveillance a perdu le contact avec votre père. Sa dernière communication a été l'envoi de ce SMS avant que son téléphone ne s'éteigne. Les mots sont tombés comme des coups physiques et j'ai agrippé le socle du téléphone public pour me stabiliser. Maman n'avait pas seulement des problèmes conjugaux ou un comportement étrange. Elle était une criminelle sous enquête fédérale. Papa travaillait secrètement avec le FBI, rassemblant des preuves contre sa propre femme, et quelque chose avait mal tourné ce soir, déclenchant son avertissement d'urgence. Où est-il maintenant? Est-il en sécurité? L'agent Reeves a hésité avant de répondre. Nous ne savons pas. Il était censé donner des nouvelles il y a 3 heures depuis son hôtel à Seattle et ne l'a pas fait. La localisation de son téléphone a borné pour la dernière fois à l'hôtel avant de passer hors ligne. Nous avons des agents qui vérifient l'hôtel en ce moment, mais son absence de communication, combinée à ce message pour vous, suggère qu'il se croyait en danger immédiat. Becca serrait mes manches si fort que ses doigts me faisaient mal, écoutant ma part de la conversation avec une horreur croissante. Quel genre de danger? Pourquoi maman lui ferait-elle du mal? Mais alors même que je demandais, je me souvenais de choses qui semblaient normales à l'époque, mais prenaient un sens sinistre dans ce nouveau contexte. Les fréquentes absences inexpliquées de maman, sa réaction défensive quand papa posait des questions sur ses comptes professionnels, la façon dont elle avait commencé à protéger tout par mot de passe sur son téléphone et son ordinateur. Zoé, les gens avec qui votre mère travaille ne sont pas du genre à laisser des témoins s'ils pensent que leur opération est compromise. S'ils ont appris que votre père coopérait avec notre enquête, il devenait un risque à éliminer. Et s'ils s'en sont pris à lui, vous et votre sœur êtes des témoins potentiels qui connaissent ses routines et pourraient identifier des associés. C'est pour ça que son message vous a dit de fuir. Le plein poids du danger s'est abattu sur moi et j'ai soudain compris pourquoi papa avait été si précis, si urgent dans son SMS au milieu de la nuit. Nous ne fuyions pas un dysfonctionnement familial normal. Nous fuyions des gens qui assassinaient des témoins de crimes financiers. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va?
L'agent Reeves m'a donné une adresse pour un bureau du FBI à 50 km au nord. Allez-y aussi vite que vous le pouvez sans utiliser de carte de crédit ou vos téléphones, sauf pour des appels d'urgence. Si vous voyez votre mère ou n'importe qui de suspect, appelez le 911 immédiatement. J'envoie des agents pour vous récupérer, mais ils sont à 45 minutes d'ici. Vous devez rester caché et mobile jusqu'à leur arrivée. J'ai raccroché et j'ai tout rapporté à Becca, regardant son visage passer de l'incrédulité à la peur et finalement à une acceptation sombre. À 12 ans, elle intégrait que notre mère était une criminelle, que notre père avait disparu et était potentiellement mort, et que nous fuyions des gens qui tuaient les témoins. C'était trop pour n'importe qui, mais surtout pour une gamine qui s'était couchée en pensant à ses devoirs et à ses histoires d'amis. Une compagnie de taxis opérait dans le centre commercial en face, et nous y sommes allés rapidement, scrutant constamment les alentours pour le SUV argenté de maman. Le répartiteur était à moitié endormi, mais a accepté d'envoyer une voiture à notre position, demandant la destination. J'ai donné une adresse à 2 pâtés de maison du bureau du FBI, paranoïaque à l'idée de donner des localisations exactes même à des compagnies de taxis apparemment innocentes. Le taxi est arrivé 15 minutes plus tard, une berline délabrée conduite par un homme qui semblait agacé d'avoir été réveillé pour une course aussi lointaine. Becca et moi sommes montés à l'arrière, et je lui ai tendu du liquide d'avance, lui demandant de conduire prudemment et d'éviter les routes principales. Il m'a jeté un regard étrange, mais a empoché l'argent et a quitté le parking. Nous avions fait peu, être 5 kilomètres, quand des phares sont apparus derrière nous, se rapprochant rapidement. Le chauffeur de taxi l'a remarqué et a juré, accélérant légèrement. Quelqu'un nous suit depuis qu'on est parti, probablement des idiots ivres qui s'amusent. Mais je me suis retournée pour regarder, et j'ai reconnu le SUV de maman, assez proche maintenant pour que je puisse voir son visage à travers le pare-brise, figé et déterminé. C'est notre mère, ai-je dit au chauffeur. Elle est dangereuse. Nous devons la semer tout de suite. Il m'a regardé comme si j'étais folle jusqu'à ce que le SUV de maman nous percute par l'arrière, assez fort pour nous projeter, Becca et moi, contre les sièges avant. Le chauffeur a juré plus fort et a mis les gaz, le vieux taxi répondant avec lenteur, alors que maman nous percutait à nouveau. Nous étions sur une route semi-rurale, avec très peu de trafic, exactement le mauvais endroit pour une course-poursuite. Maman s'est portée à notre hauteur, et je pouvais la voir clairement maintenant, son visage tordu en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Elle essayait de nous forcer à sortir de la route, son SUV étant plus lourd et plus puissant que le taxi. Le chauffeur paniquait, faisant des embardées sauvages, essayant de garder le contrôle pendant que maman percutait répétitivement notre côté passager. Becca hurlait, et j'étais au téléphone, avec le 911, criant notre position et la situation à un répartiteur qui n'arrêtait pas de me demander de ralentir et de répéter. Maman a donné un dernier coup violent, et le taxi a fait un tête, à, queue, tournant 2 fois sur lui-même, avant de glisser hors de la route dans un fossé peu profond. L'impact nous a secoués dans l'habitacle malgré nos ceintures, ma tête frappant la vitre assez fort pour me faire voir des étoiles. Le SUV de maman s'est arrêté brusquement et je l'ai regardé sortir, marchant vers notre taxi accidenté avec détermination. Le chauffeur était affalé sur le volant, étourdi ou inconscient, et Becca pleurait à côté de moi. J'ai attrapé sa main et j'ai ouvert d'un coup de pied la porte du côté opposé, la traînant dehors et dans le fossé de drainage qui longeait la route. Nous avons couru à travers les buissons et l'obscurité pendant que maman criait derrière nous, sa voix portant dans la nuit calme. « Les filles, arrêtez! J'essaie de vous protéger. Le FBI ment. Votre père ment. J'ai juste besoin de vous parler. » Mais ses actions ne correspondaient pas à ses mots, ne correspondaient pas à quelqu'un essayant de protéger plutôt que de nuire. Le fossé de drainage rejoignait un ponceau passant sous la route et nous avons rampé à l'intérieur, débouchant de l'autre côté boueuse et écorchée. Derrière nous, j'entendais les sirènes approcher, l'appel au 911 produisant enfin une réponse.
Maman a dû les entendre aussi car ses cris se sont arrêtés et j'ai entendu le moteur du SUV démarrer, les pneus crissant alors qu'elle fuyait les lieux. Les voitures de police sont arrivées, gyrophares allumés, les officiers sautant pour vérifier le taxi accidenté et fouiller la zone. Nous sommes sortis du conduit les mains levées, criant que nous avions appelé le 911 et que nous étions les victimes. Un officier s'est approché prudemment, la main sur son arme, pendant que son partenaire vérifiait le chauffeur de taxi qui reprenait connaissance lentement. J'ai tout expliqué d'un trait pendant que Becca pleurait contre mon épaule. L'officier semblait sceptique jusqu'à ce que je mentionne l'agent spécial du FBI Victoria Reeves par son nom et que je lui montre le SMS de papa. Son expression a changé et il a transmis quelque chose de codé à son répartiteur avant de nous dire d'attendre dans sa voiture de patrouille pendant qu'il vérifiait notre histoire. 20 minutes plus tard, des SUV noirs sont arrivés avec des agents fédéraux qui ont montré leur badge et ont pris notre garde auprès de la police locale. L'agent Reeves était une femme d'une quarantaine d'années aux yeux vifs et à l'expression suggérant qu'elle en avait trop vu pour être surprise par quoi que ce soit. Elle a enroulé des couvertures de survie autour de nous deux et nous a guidés dans l'un des véhicules. « Votre père est vivant », a-t-elle dit immédiatement, et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Il a été attaqué dans sa chambre d'hôtel ce soir, mais a repoussé ses assaillants et s'est échappé. Il est sous protection et demande de vos nouvelles. Les associés de votre mère ont échoué à le tuer, alors ils ont décidé de vous cibler, vous les filles, espérant probablement vous utiliser comme levier pour empêcher votre père de témoigner. Becca pleurait plus fort maintenant. Un soulagement mêlé d'épuisement et de traumatisme. Où est maman? Est-ce que vous l'avez arrêtée? L'agent Reeves a secoué la tête d'un air sombre. Elle a fui les lieux avant que la police locale ne puisse l'intercepter. Nous avons maintenant des mandats d'arrêt pour tentative de meurtre, agression, fraude et une douzaine d'autres chefs d'accusation. Toutes les forces de l'ordre de l'État la recherchent, mais elle s'est avérée très douée pour disparaître quand elle le veut. Le trajet jusqu'au bureau du FBI s'est passé dans un brouillard d'épuisement et de choc. Ils nous ont fait passer la sécurité et ont pris nos dépositions séparément, enregistrant tout sur la nuit et le comportement de maman. Quelqu'un a apporté de la nourriture, du café et des couvertures, nous traitant comme des objets fragiles qui pourraient se briser en cas de manipulation brutale. Papa est arrivé vers l'aube, paraissant dans un état pire que tout ce que j'avais jamais vu. Son visage était couvert de bleu, son bras gauche dans une écharpe, et il bougeait comme si ses côtes le faisaient souffrir. Mais quand il nous a vus dans la salle de conférence, il s'est effondré complètement, nous tirant toutes les deux dans une étreinte prudente qui a fait sangloter Becca contre sa poitrine. « Je suis tellement désolée », ne cessait-il de répéter. « Je suis tellement désolée de vous avoir fait subir ça. Je pensais pouvoir gérer ça discrètement. Je pensais pouvoir vous protéger. » Toute l'histoire a émergé au cours des heures suivantes. Maman dirigeait un système de fraude immobilière depuis 5 ans, utilisant sa licence pour faciliter le blanchiment d'argent pour une organisation criminelle. Papa en avait découvert des preuves par accident, trouvant des communications qui indiquaient clairement qu'elle n'était pas seulement impliquée, mais centrale à l'opération. Il était allé voir le FBI plutôt que de l'affronter directement, avait passé 3 mois à rassembler secrètement des preuves tout en prétendant que tout était normal. Ce soir-là, les associés de maman avaient appris sa coopération par une fuite dans l'enquête. Ils avaient envoyé des gens à son hôtel pour éliminer le témoin gênant. Mais papa avait été assez paranoïaque pour avoir des verrous supplémentaires et un plan pour exactement ce scénario. Il les avait repoussés et s'était échappé, mais pas avant de nous envoyer ce SMS d'avertissement, sachant que s'ils étaient venus pour lui, ils viendraient pour nous ensuite. « Elle n'avait jamais prévu de vous blesser directement », a expliqué papa, la voix rauque. « Elle voulait vous attraper avant que le FBI ne le fasse, vous utiliser comme otage pour me forcer à ne pas témoigner. Mais quand vous avez fui, quand vous n'êtes pas rentré, elle a paniqué. La femme qui vous a poursuivi ce soir n'était pas votre mère protégeant ses enfants, c'était une criminelle protégeant son organisation par tous les moyens nécessaires. » Le procès a eu lieu 8 mois plus tard.
Maman a été arrêtée à la frontière canadienne alors qu'elle tentait de fuir avec de faux documents et une somme d'argent importante. Les preuves que papa et le FBI avaient rassemblées étaient accablantes, documentant des années de fraude et de blanchiment d'argent impliquant des millions de dollars. 17 personnes ont été inculpées dans le complot, mais maman a reçu la peine la plus lourde, 25 ans pour fraude, complot, tentative de meurtre et une liste d'autres crimes que le procureur a mis 10 minutes à lire. Elle ne nous a jamais regardés pendant le procès, n'a jamais montré de remords ni essayé de s'expliquer. La femme sur le banc des accusés était une étrangère portant le visage de ma mère, et j'ai enfin compris que nous avions vécu avec une criminelle toute notre vie, sans jamais le savoir. Papa a témoigné pendant 2 jours, sa voix assurée malgré une douleur émotionnelle visible, expliquant comment il était tombé amoureux de quelqu'un qui n'existait pas vraiment, qui jouait un rôle depuis le début. Becca et moi vivons avec papa maintenant dans un autre état sous une protection partielle des témoins. Pas une relocalisation totale avec changement de nom, mais assez de sécurité pour que nous dormions sans faire de cauchemars sur des SUV percutant notre voiture. Nous suivons toutes les deux une thérapie pour traiter la trahison et le traumatisme, apprenant à faire de nouveau confiance après avoir vu la sécurité fondamentale de la famille voler en éclats. Papa reconstruit son entreprise de conseil et essaie de se pardonner de ne pas avoir vu les signes avant-coureurs plus tôt, de nous avoir exposés à un danger dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Si vous avez aimé cette histoire, vous voudrez certainement voir les prochaines aussi. Alors, abonnez-vous maintenant et faites-moi part de votre avis dans les commentaires.